Bonjour, bienvenue dans la capsule vidéo sur les sessions. Les sessions, c'est un mécanisme qu'on a au niveau des serveurs web euh, pour permettre de garder des données entre les divers appels HTTP qu'on fait. Vous allez voir, le protocole HTTP, c'est un protocole qui garde pas d'état. On l'appelle ça en anglais un protocole stateless, euh, ce qui fait que d'une requête à l'autre, le serveur n'a aucune idée nécessairement de où viennent les requêtes, puis ne garde pas nécessairement d'état de ce qui se passe. Ce qui peut être un peu problématique dans certains cas. Entre autres, si on veut garder des informations sur ce que notre client, quel genre de transaction que notre client fait avec le serveur, ou encore garder, par exemple, avoir une connexion à un site web, par exemple, avec un nom d'utilisateur un peu un mot de passe. Pour ça, il va falloir qu'on garde une espèce de connexion puis que le serveur sache à qui il a affaire. Donc, à chaque fois qu'on envoie un message au serveur, ça va prendre un contexte qui va lui indiquer c'est avec quel client qu'il est en train de communiquer. Ce qu'on n'a pas par défaut dans le protocole HTTP. Donc, les sessions, c'est un mécanisme pour pallier à ça. Donc, pour permettre, dans le fond, que notre serveur soit capable de garder cette espèce de connexion-là avec les clients et qu'il se rappelle quel est notre client. Donc, c'est qui notre client. Donc, dans cette capsule vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par présenter les sessions de la façon que ça fonctionne, euh, de quelle façon on peut venir à bout de le faire fonctionner. Puis par la suite, on va voir comment est-ce qu'on peut l'implémenter dans Node.js et Express, dans le fond en JavaScript. Donc ici, on a un schéma de base d'une relation client-serveur. Donc on a notre client, notre serveur, puis une base de données qui se retrouve sur l'Internet. Donc, typiquement, notre client va tout simplement envoyer une requête HTTP au serveur. Le serveur va potentiellement faire des recherches dans la base de données. Il va les retourner au serveur, puis le serveur ensuite va retourner les données au client. Dans tout cet échange-là, là, il y a eu un échange aussi entre le client et le serveur qui s'est fait de façon HTTP. Puis le serveur, lui, il se fout un peu de savoir qui est le client. Le client lui a demandé quelque chose, il lui retourne une valeur. Puis en fait, il fait ça avec tous les clients. Il y a plein de clients qui vont lui envoyer des requêtes, puis le serveur, ça lui dérange pas c'est qui a envoyé la requête, il fait tout simplement juste lui retourner une réponse. Donc, ça, c'est l'espèce de démonstration qu'on a du protocole HTTP qui est sans état, stateless. Donc, il conserve pas d'état de quoi que ce soit par rapport au client. Donc, le serveur n'a aucune idée de c'est-tu le client 1, c'est-tu le client 2, c'est-tu le client 3 qui vient de communiquer avec lui nécessairement. Lui, tout simplement, il fait juste répondre à la demande qu'il a reçue. Donc, ça dérange pas si c'est, mettons, un client qui vient de faire 20 000 fois la même requête ou un autre client qui fait cette requête-là une autre fois. Lui, il fait aucune différence entre ça. Donc, essentiellement, il est sans état. Lui, là, si on veut essayer d'identifier le client 1 du client 2 puis du client 3, le serveur, lui, il n'y a pas de mécanisme parce que le protocole HTTP lui en donne pas. Donc, il y en a qui peuvent dire, bon, OK, on pourrait peut-être y aller sur le serveur puis regarder l'adresse IP du client. Hein. Donc, si l'adresse IP vient d'un client, on pourrait dire, ben, on la sauvegarde sur le serveur. Puis on dit, si j'ai des requêtes qui viennent de cette adresse IP-là, ça veut dire que c'est probablement le même client. Bon, ça fonctionne pas exactement bien, ça. OK? Donc, premièrement, sur la même adresse IP, il peut y avoir plusieurs clients. Donc, faites juste penser, chez vous, vous avez toute la même adresse IP sur l'Internet dans le fond, pour tous les ordinateurs que vous avez. Donc, moi ici, j'ai un cellulaire, j'ai un ordinateur, en fait, j'ai plus qu'un ordinateur, j'ai des consoles de jeux vidéo. Donc, j'ai plein de choses qui se connectent à Internet qui pourraient se connecter à des serveurs, potentiellement au même serveur, euh, mais qui ont tous la même adresse IP. Donc, ils partageraient tous, dans le fond, les mêmes données sur le serveur. Le serveur penserait que ça viendrait tout de la même place, ce qui n'est pas exactement le cas. Euh, il pourrait y avoir aussi d'autres problèmes liés à ça. Entre autres, c'est assez facile de ce qu'on appelle faire du spoofing, tout simplement de se faire prendre pour une autre adresse IP sur l'Internet. Donc, un pirate pourrait utiliser ça pour se prendre pour nous-mêmes ou pour quelqu'un d'autre, puis ensuite essayer d'aller voir s'il est capable de se faire prendre pour cette personne-là au niveau du serveur. Ça pourrait créer des problèmes où il pourrait y avoir des partages de données qui ne devraient pas être partagés, entre autres. Donc, il faudrait faire attention à ça aussi. Donc, l'adresse IP, pas utile non plus pour le piratage. Finalement, euh, aujourd'hui, mettons, avec les cellulaires, si on se promène, hein, donc si on a un téléphone cellulaire qui est en déplacement puis qu'on est en train de se promener sur Internet en même temps, que par exemple on est en auto, on conduit pas, bien entendu, ben il pourrait toujours y arriver le fait qu'on change de tour de connexion sur laquelle on se connecte et notre adresse IP change. Donc,
c'est comme si le serveur, s'il se figurait aux adresses IP, notre adresse IP changerait. Donc, c'est comme s'il penserait qu'on serait quelqu'un d'autre complètement. Donc, ça pourrait causer des problèmes aussi dans ce genre de cas-là. Donc, c'est plein de petits détails comme ça qui font que ça fonctionne pas bien par l'adresse IP. Donc, il y a un autre mécanisme qui existe qui va être beaucoup plus pratique. Donc, c'est le mécanisme qu'on va appeler justement les sessions. Pour que ça fonctionne, les sessions, ça utilise quelque chose que vous avez vraiment tous déjà entendu. Ça l'a fait les nouvelles il y a quelques années. C'est ce qu'on appelle les cookies. Donc, les cookies, c'est un petit espace mémoire qui va être envoyé en plus avec les requêtes HTTP. Donc, ça fait pas exactement partie du protocole HTTP, mais ça va s'intégrer à l'intérieur du protocole HTTP. Puis, dans cette petite espace mémoire-là, euh, en général, on va stocker des données qui vont pouvoir être envoyées au serveur, puis que le serveur, après ça, va pouvoir renvoyer au client. Ce qui est intéressant des cookies, euh, c'est qu'ils sont, entre autres, gérés par le protocole HTTP. Donc, ils ne sont pas intégrés au protocole HTTP, mais ils sont supportés par le protocole HTTP. Ils sont utilisés automatiquement par le navigateur. Donc, vous allez voir que la façon de fonctionner du côté du client ne changera pas. Euh, on n'aura pas besoin de faire aucun changement du côté du client. Ça va être majoritairement du côté du serveur qu'on va avoir quelques petites configurations à faire, mais du côté du client, ça ne sera pas un problème. Puis finalement, ils sont encryptés pour que seul le serveur puisse accéder aux données qu'il y a dedans. Donc, ça va faire qu'un pirate ne pourra pas facilement aller fouiller dedans, aller prendre les données, puis après ça se faire prendre pour un autre client. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, qu'est-ce qu'on va stocker à l'intérieur de ce cookie encrypté-là? Euh, on va stocker, entre autres, en général, un ID de session. Donc, c'est là que la session va venir. On va stocker un ID de session, un identifiant de session. Là, j'ai mis 24, mais ça, c'est le serveur qui va le générer. Il va générer un ID de session, puis il va le mettre dedans le cookie. En général, c'est plus qu'un petit nombre comme 24. Là, ça va être une grande chaîne de caractères ou un gros chiffre très très long. Puis dans le fond, ce qui va être fait, c'est qu'il va l'encrypter. Donc, le serveur, quand il va envoyer une réponse au client, le client va recevoir le cookie, mais il ne sera pas capable de lire le cookie. Mais à chaque fois que le client va envoyer une requête au serveur, le cookie va être automatiquement intégré. Le même cookie qui est encrypté va être automatiquement intégré dans la requête, puis il va être envoyé au serveur. Donc ça, c'est fait automatiquement par le navigateur. Donc ça, nous autres, c'est fun, on n'a pas besoin de le faire nous-mêmes. Donc dès qu'il voit qu'il reçoit un cookie, le navigateur va automatiquement le renvoyer à toutes les requêtes qu'il va faire par la suite. Tant que, bien entendu, tant qu'on ne vide pas sa mémoire cache ou qu'on n'efface pas l'historique, puis tout ça. Là. Donc, cet identifiant-là, cet identifiant de session-là, le session ID, à quoi il va servir? Mais c'est qu'en général, le serveur, lui, il va avoir une base de données de session. Donc, c'est une base de données en général qui va être séparée de la base de données originale. Mettons une base de données qui servirait pour contenir vos valeurs. Des fois, ils pourraient tous s'intégrer, mais vous allez voir que souvent, ils vont être vraiment séparés. Puis dans cette base de données-là, ça va être une base de données de session. Elle va contenir des entrées pour les différentes valeurs, dans le fond, pour les différentes sessions qu'il va y avoir pour le serveur. Donc, par exemple, ici, on aurait notre session qui aurait l'ID 24, puis qui contiendrait, par exemple, différentes valeurs qui sont associées à cette session-là. Donc, essentiellement, si un client, on recommence du début, là, si un client communique avec un serveur, le serveur, s'il voit que le client n'a pas envoyé de cookie, donc il n'a pas encore créé de session avec ce client-là, le serveur va quand il va lui renvoyer sa réponse, il va lui renvoyer une réponse avec un cookie. Puis le cookie, après ça, à toutes les requêtes subséquentes, il va être envoyé automatiquement par le client. Puis, dans le fond, dans ce cookie-là qui a été créé par le serveur va lui ajouter un session ID. Le session ID, ça va être, dans le fond, pour un emplacement dans la base de données qui va contenir toutes les valeurs qui sont associées à cette connexion précise-là. Donc, on pourrait stocker plusieurs valeurs là-dedans. Toutes ces valeurs-là sont vraiment associées à cette connexion-là avec le client. Donc, vraiment à cette connexion-là avec le client. Si on essaie de se connecter avec un autre client, automatiquement, ça va être un autre session ID. Donc, il va avoir sa propre entrée dans la base de données, qui va avoir ses propres autres valeurs, donc qui sont complètement séparées. Donc, de cette façon-là, on s'assure que chaque client ait exactement sa propre session dans la base de données, puis qu'elle ne puisse pas être accessible, dans le fond, directement d'ailleurs. Il y a vraiment chaque client qui va pouvoir juste accéder à sa session, puis encore là, accessible, mais juste par le serveur. Donc, un client ne pourra pas directement affecter sa session. C'est vraiment tout le temps du serveur qui va modifier sa session. C'est un concept un peu difficile à comprendre, euh,
mais c'est un concept qui est vraiment utile, entre autres, pour l'authentification. Donc, entre autres, quand ça va être le temps de se connecter avec un compte d'utilisateur, ça va être vraiment important qu'on ait ce concept de session-là, sinon ça fonctionnera tout simplement pas. Parce qu'on va vouloir se rappeler, entre chaque appel, c'est qui est connecté. Donc, pour se rappeler de ça, ça va nous prendre justement une session. S'assurer que on est encore connecté. C'est pour ça aussi que si on vide notre cache de notre navigateur, si on vide la mémoire du navigateur pendant qu'on est connecté sur un site web, ça nous déconnecte automatiquement. C'est parce que ça détruit notre cookie. Puis en détruisant notre cookie, ça fait que quand on se reconnecte au site web, le site web doit nous redonner une nouvelle session. Donc, ça refait notre session de zéro dans le fond. Donc, ça peut être utilisé aussi pour d'autres choses. Okay? Il y a beaucoup de sites web qui l'utilisent aussi pour ramasser des informations sur ses clients. Par exemple, dans un magasin, dans un site web de magasinage en ligne, on pourrait utiliser les sessions pour regarder sur quel article, par exemple, un utilisateur va se promener, sur quels articles il va se promener, puis quels articles il va inspecter, pour ensuite potentiellement lui faire des suggestions par rapport à ce qu'il a visité. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être utile de cette façon-là. C'est beaucoup utilisé au niveau du marketing pour voir aussi c'est quoi le style de choses que les clients vont visiter, puis quels clients vont visiter. Si un client va voir tel article, il va peut-être voir certains autres articles aussi spécifiquement. Donc, c'est utilisé pour plein de choses dans ce style-là. Donc, faire attention avec les cookies, OK? Il faut faire attention de ne pas les confondre avec les cookies clients. Ça, c'est un autre concept, les cookies clients. C'est un concept où on sauvegarde des cookies, mais sur l'ordinateur d'une personne. C'était une pratique dans le temps pour sauvegarder des données du serveur sur le client. Aujourd'hui, on voit plus beaucoup ça. C'était vraiment utilisé pour des cas précis, puis c'est des cas qui aujourd'hui devraient plus vraiment exister parce qu'on a le local storage, qui est un espace de stockage sur le client, donc sur les navigateurs en général, qui peut servir pour stocker des données. Mais bon, donc ça, c'est deux concepts qui sont pas liés aux cookies qu'on envoie avec notre sur le serveur, mais ça se peut que vous voyez les deux là au travers de vos études ou au travers de votre travail plus tard. Donc faites juste faire la distinction entre les deux. C'est pas exactement la même chose. L'autre chose qu'il faut faire attention, euh, ça fait déjà quelques années, maintenant il y a des lois sur l'utilisation des cookies en ligne. Donc, entre autres au Canada, mais dans plusieurs pays partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, il y en a beaucoup aussi. Et ça a fait que les sites-web ont été obligés de se mettre à jour un petit peu. Donc, nous autres, au Canada, c'est la loi canadienne anti-pourriel qui régit les cookies. Euh, Puis dans cette loi-là, entre autres, ce que ça dit, c'est que si on pour aller sur notre site web, il va falloir absolument que l'utilisateur accepte que sur le site web, il puisse avoir des cookies pour qu'il puisse, dans le fond, naviguer sur le site web correctement. En fait, c'est correct pour le bon fonctionnement de base du site web qu'il utilise des cookies, mais pour toutes les fonctionnalités autres supplémentaires, il va falloir qu'il accepte, qu'il dise c'est correct que vous utilisez les cookies pour potentiellement d'autres fonctionnalités supplémentaires. Donc, je vous donne un exemple. Si vous voulez vous créer un compte sur un site web pour se connecter sur ce site web-là, en général, ça va utiliser une session, donc ça va utiliser un cookie. Et donc, pour fonctionner, ça nécessite, pour le bon fonctionnement du site web, ça nécessite absolument des cookies. Donc, pour ça, on n'a pas le choix, pour que ça fonctionne, on n'a pas le choix que ça soit là. Donc, ça, c'est de l'utilisation pour le bon fonctionnement du site web. Donc, ça, en général, c'est pas un problème. Où est-ce que c'est un problème? C'est si, par exemple, le site web peut utiliser les cookies pour autre chose, par exemple, ramasser de l'information sur le type de client, ramasser des données statistiques. Donc, par exemple, il y a des librairies comme Google Analytics qui nous permettaient dans le temps, ça existe encore, mais qui permet dans le fond d'aller chercher les statistiques sur le site web, tout ça. Et ça va utiliser entre autres des cookies pour garder les données avec des sessions, puis tout ça. Et donc, dans ce genre de cas-là, les utilisateurs aujourd'hui ont le droit de dire sur un site web, hey, je veux pas que ce genre d'informations-là soit partagé. Je veux pas que vous utilisez les cookies pour ces besoins-là. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup dans les sites web des petites barres en bas indiquant hey, est-ce que vous acceptez qu'il y ait des cookies, tout ça. Euh, on n'a plus le choix aujourd'hui. Donc, faites attention dans vos sites web quand si vous utilisez des cookies, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre. Là, moi, pour les évaluations, c'est pas vraiment un problème. C'est pas quelque chose sur lequel je vais me baser, mais pour un milieu de travail qui serait réel, n'oubliez pas de penser à ça. Ça fait partie des lois canadiennes, puis il pourrait y avoir des amendes qui sont données, ou sinon, il pourrait vous demander de mettre, mettons, un setup complet, de le fermer le temps que vous fassiez les corrections, ce qui peut aussi coûter beaucoup d'argent. Donc, à faire attention à ça. Bon,
Là, on a parlé tout ça de façon très théorique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment le mettre en pratique dans un projet avec Node.js. Bon, on est de retour aussi dans un projet. Donc, un des gabarits de cours qu'on a utilisé, ça c'est le gabarit de vue, donc, dans lequel on utilisait un générateur de HTML au niveau du serveur là, qu'on pourrait utiliser nous autres dans ce cas-ci. Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les sessions pour faire une application très simple qui conserve des données en fond, sur chaque connexion qui se passe avec le serveur. Donc, ça va vous permettre en même temps de voir vraiment à quoi ça sert. Donc, premièrement, pour le faire fonctionner, quelque chose de très important, ça va être d'installer nos librairies avant tout. Donc, première chose à installer, on va faire un npm install de Express Session. Donc, Express Session, ça, c'est l'utilitaire qui va permettre à Express, donc notre serveur web, d'utiliser des sessions. Donc, en fait, de créer des cookies de session à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va se connecter à notre site web. Donc, cet utilitaire-là, va falloir qu'on le configure puis tout ça pour que ça fonctionne correctement. Mais dans le fond, ça va nous le prendre pour que nos sessions fonctionnent correctement. Donc, ça, c'est notre première installation. La deuxième installation qu'on a besoin de faire, c'est dans le fond, pour que les sessions puissent bien fonctionner, euh, il va falloir qu'on ait une base de données de sessions ou un connecteur à une base de données pour avoir des sessions. Là, ça, il y en existe plusieurs. OK? Il y en existe vraiment beaucoup. Si vous allez faire une recherche sur le web, euh, par exemple, ici, je m'en vais chercher, tiens, Express Session. Vous allez voir que il y a beaucoup de matériel par rapport à ça. Puis, entre autres, il va vous proposer aussi beaucoup de bases de données par rapport à ça. Donc, si on descend ici, vous allez voir en bas qu'il y a ce qu'il appelle des session stores. Des session stores, c'est essentiellement une base de données de sessions dans laquelle il peut conserver les sessions. Puis, il existe beaucoup de bases de données différentes et il existe beaucoup de connecteurs différents des bases de données. Donc, vous pourriez en trouver un paquet. OK, là, il y en a pour MongoDB, il y en a plusieurs pour MongoDB. Il y en a pour SQLite qu'on a utilisé pour d'autres raisons au niveau de la base de données qu'on pourrait utiliser ici aussi. Euh, donc, il y en existe aussi pour MySQL, il y en existe pour plein de bases de données différentes. Nous, dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, je vais voir si je suis capable de la trouver. Euh, bon, comme des raisons, je ne la trouve pas. On va utiliser Memory Store. Memory Store. Bon, je l'avais. OK. Bon, celle-là ici. Euh, Memory Store, ici, c'est une base de données mémoire. Donc, c'est une base de données qui se conserve uniquement dans la mémoire de votre ordinateur, ben, dans le fond de la mémoire du serveur en tant que tel. Et donc, dès que le serveur est fermé ou qu'il est redémarré, il va perdre sa base de données mémoire. Pour les sessions, c'est pas quelque chose qui est généralement grave parce qu'en général, les serveurs sont pas vraiment redémarrés, ok? Ou en tout cas, sont redémarrés juste pendant des périodes de maintenance, mais un serveur, c'est fait pour rouler pendant des très longues périodes de temps. Donc, qu'il soit juste en mémoire, c'est correct. Vous allez voir aussi, vous avez peut-être pensé, ah, mais là, si on regarde ça en mémoire, puis il y a plein de personnes qui se connectent sans arrêt à mon site web, ça va créer un paquet de sessions dans ma base de données. Est-ce que ça pourrait pas faire venir à bout de faire gonfler ma mémoire trop grosse, puis qu'éventuellement, euh, j'avais plus assez de mémoire? Vous allez voir, il y a des mécanismes pour contrer ça. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on va voir quand on va utiliser le Memory Store. Il faut quand même qu'on l'installe, celui-là aussi, parce qu'il vient pas par défaut avec Express Session. Fait qu'il faut qu'on l'installe par nous-mêmes. C'est ce qu'on va faire ici. On va faire ici un npm install de Memory Store. Oh, Memory Store. Comme ceci. Donc ça devrait ici installer mon Memory Store. Je vais aller voir dans mon package.json, m'assurer que les deux sont bien là. Donc j'ai effectivement Memory Store, puis j'ai aussi Express Session qui se retrouve juste ici. Donc ça c'est bien. Je vais ensuite intégrer ces deux choses-là, ces deux librairies-là dans mon server.js. Donc je vais fermer ça, je vais aller dans mon server.js. Puis dans mon server.js, dans toutes mes importations que j'ai là ici, je vais importer mes deux nouvelles librairies. Donc je vais ici importer Express Session. Parce que je vais juste appeler session tout seul, comme ça ici. Session from Express Session, comme ça ici. Puis ensuite, il faut que j'aille chercher le Memory Store. Le Memory Store, je vais le mettre, tiens, juste ici. Import
memory store from memory store. Donc, celui-là ici va être ma base de données de session. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va être bon pour commencer à configurer nos sessions. Donc, la première chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on initialise notre memory store, donc l'endroit qui va stocker dans le fond, toutes nos, dans le fond, l'endroit qui va tout stocker nos sessions. Donc, il va falloir qu'on l'initialise. Donc, pour l'initialiser, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, juste ici, là, après le app, là, au niveau de la création du serveur, je vais ici créer le memory store. Donc, je vais créer ici memory store qui va être égal à memory store. Ça, c'est une fonction, puis on lui passe express session. Donc, en lui passant express session, lui, ça va l'initialiser correctement, puis ça nous crée ici un objet qui s'appelle memory store. Une fois que ça c'est fait, il va falloir qu'on configure notre session pour qu'il fonctionne correctement. Donc, pour configurer nos sessions, vous allez voir que ça prend quand même pas mal de code. Okay? Donc, la première chose ici qu'on va faire, c'est un app.use. Vous allez voir que dans le fond, les sessions, c'est un middleware. Donc, un middleware, on les utilise avec app.use. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ajouté de middleware. Le dernier qu'on a ajouté, c'était au début de la session quand on a utilisé static, ce qui fait un bon petit bout de temps. Donc, ici, on va rajouter un nouveau middleware, on va l'appeler session. Puis session ici, c'est une fonction. C'est la fonction qu'on est allé chercher ici en haut. On ouvre les parenthèses vu que c'est une fonction. Puis en parenthèse, ici, on va rajouter des accolades. On va lui rajouter des configurations. Donc ici, on va avoir toutes les configurations des sessions à ajouter. Puis vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Donc, la première configuration à rajouter, elle s'appelle cookie. Ça, c'est toutes les configurations du cookie qui vont se retrouver ici. Donc, ça nous ouvre, faut qu'on ouvre d'autres accolades. Là, il y aurait plein ici de configurations qu'on pourrait mettre qui sont en lien au cookie. Il y en a une qui va nous être vraiment pratique ici. Ça va être le max age. Donc, max age, c'est tout simplement la durée en millisecondes qu'on veut que notre cookie vive. Donc, ça fait partie des mécanismes pour éviter que les cookies perdurent à l'infini. Donc, les cookies, pour éviter qu'ils perdurent à l'infini, qu'ils prennent de la mémoire sans arrêt, ils ont un mécanisme où est-ce qu'ils vont durer juste une certaine durée de temps. En fait, à chaque fois qu'ils sont utilisés, leur durée, elle est rafraîchie, mais on lui spécifie qu'il est supposé durer pour une certaine durée de temps. Donc, vous pourriez décider de diminuer ou de plus ou moins augmenter la durée de temps. Faut pas oublier que c'est en millisecondes. Donc, vu que c'est en millisecondes, moi, je vais mettre ici quelque chose dans ce genre-là. Là, je viens de voir, ça c'est 3600. 3600, ce serait l'équivalent d'une heure. Okay, donc, c'est l'équivalent d'une heure en millisecondes, ça ici. Donc, une heure en millisecondes, ça veut dire qu'au bout d'une heure, ma session, mon cookie, il est supprimé. Donc, ma session, elle devrait ne plus exister. Donc, s'il faut faire attention, par exemple, si elle est rafraîchie juste avant la fin de l'heure, ben, automatiquement, elle est rafraîchie. Donc, ça va être juste après une heure après qu'elle va se supprimer. Donc, tant qu'elle est rafraîchie, la session va perdurer. Donc, tant qu'elle est utilisée, la session va continuer de perdurer. Mais au bout d'une heure, sans utilisation, là, le cookie va se faire détruire, ce qui va, dans le fond, faire qu'on n'aura plus d'accès à la session. Faut faire attention, ça, c'est le cookie. Donc, c'est le cookie qui va se supprimer. Ça ne supprime pas en ce moment les données dans la base de données. Donc, ça aussi, c'est sa propre chose sur laquelle vous allez voir qu'il faut faire attention. Ça prend un nom à la session. Okay? Puis là, le nom de la session, c'est un petit peu énervant. Ça, c'est principalement pour distinguer s'il y aurait plusieurs applications sur le même serveur, là, sur le même ordinateur de serveur. S'il y aurait plusieurs serveurs qui rouleraient, qui pourraient avoir chacun leur propre cookie, leur propre session. C'est pour qu'ils soient capables de bien les distinguer entre. Donc moi, ce que je recommande ici, c'est de définir le nom comme étant process.env.npm underscore package name. Donc ça vient d'où ça? Okay? npm package name, ça a l'air de venir du fichier .env, okay? Mais ça vient pas exactement de ça. Dans le fond, à l'intérieur du fichier, ben, dans le fond, de la variable ici .env, de cet objet-là,
il y a d'intégrer à l'intérieur aussi un paquet de variables qui sont dans le package.json. Donc, nous autres, on a rajouté des variables ici qu'on a mis, mettons, dans notre serveur, mais il y en existe d'autres qui sont rajoutées automatiquement par Node.js. Et entre autres, npm package name, c'en est une qui existe, qui est le nom du package. Donc, le nom du package, c'est dans le package.json, ce que vous avez ici comme nom. Donc, moi, en mettant ça, ici, ce que ça va être, c'est que le nom de ma session, ça va être sessions. Si vous utilisez ça, faites vraiment attention, c'est encore plus important que vous changiez bien le nom ici de votre package, donc de votre projet dans votre package.json, parce que sinon vous pourriez avoir des conflits avec d'autres applications. Puis si vous avez des conflits avec d'autres applications, si par exemple vous roulez plusieurs applications sur le même ordinateur, ça pourrait rentrer en conflit, ça pourrait vous causer des problèmes. Donc nous autres, par exemple en développement, si vous avez plusieurs applications qui démarrent, puis vous utilisez plusieurs applications, ça pourrait potentiellement vous causer des problèmes si vous essayez de démarrer plusieurs serveurs. Donc assurez-vous de donner un nom qui est vraiment distinct à vos applications. Comme ça, dans les cookies, dans les sessions, ça va utiliser un nom aussi qui est distinct. Donc, on n'aura pas de problème de conflit ici. Troisième paramètre, ça va être store. Donc, qu'est-ce qu'on utilise pour stocker dans le fond nos données dans notre session. Donc là, ici, ce qu'on va utiliser, ça va tout simplement être notre memory store qu'on a créé. Donc ici, on va juste faire ici un new memory store. Puis ici, on peut lui passer encore une fois des configurations. C'est un peu bizarre. On crée notre memory store en premier, puis après ça, on en recrée un nouveau. En fait, ce qu'on crée ici, c'est un constructeur. Puis ensuite, ici, on va utiliser le constructeur avec ici des paramètres. Les paramètres, ici, vous allez voir qu'on peut en ajouter encore une fois plusieurs. Celui qu'on va regarder, c'est le check period. Check period, c'est à quelle fréquence dans le fond, la base de données doit regarder ces sessions, puis regarder si elle doit les supprimer ou non. Donc, cette période-là pourrait être différente de celle du cookie. Il n'y a rien qui vous empêche qu'elle soit différente. Moi, je vais la mettre la même que celle du cookie. Mais son but, c'est tout simplement, comme je disais, de définir c'est quoi la fréquence à laquelle la base de données doit passer au travers de toutes ces données de session, puis supprimer celles qui sont rendues désuètes. Donc celles qui n'ont pas été retouchées, qui n'ont pas été rafraîchies par leur utilisation. Donc dès qu'une session est réutilisée, ça va rafraîchir dans sa base de données et dans son cookie, dans les deux, ça va rafraîchir leur utilisation. Puis dans le fond, c'est juste pour indiquer, hey, à chaque heure dans ma base de données, dans mon memory store, regarde si j'en ai qui ont échu. Puis dès qu'il y en a qui ont échu, là, tu vas pas les supprimer. Essentiellement, c'est que ça se fait pas automatique. C'est pas automatique au niveau du memory store que pile au moment où est-ce que la session expire, c'est pas à ce moment-là précisément que la base de données va le supprimer. La base de données, elle, ne le sait même pas en fait qu'elle expirait à ce moment-là. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est juste stocker la date, l'heure à laquelle la session va expirer. C'est pour ça qu'il va faire des passes périodiquement pour lui dire, hey, va regarder maintenant si t'en as qui ont expiré. Puis s'il y en a qui ont expiré, il va effectivement les mettre à jour. Plus il y en a qui suivent ça, il faut dire, OK, ça veut-tu dire que les données pourraient être supprimées vraiment plus tard que ce que le cookie est supprimé? Oui, tout à fait, même si les deux ont la même valeur. Un cookie pourrait être créé ou pourrait dans le fond, expirer, puis que le check period soit juste dans 55 minutes. Donc, il peut y avoir des situations bizarres dans ce genre-là. Ceci étant dit, dites-vous que la session qui est dans la base de données, elle va mourir quand même au bout de 55 minutes parce qu'il n'y a aucune façon de recréer le cookie une fois qu'il a été supprimé avec le même ID et tout ça. Donc, la session, elle va finir par mourir pareil, elle va finir par expirer pareil dans la base de données. C'est juste que ça va être dans beaucoup plus longtemps, mais c'est pas très grave. Elle va quand même finir par se supprimer pareil. Donc les deux prochains sont pour des raisons de performance, puis en fait, leur valeur par défaut est un peu mauvaise. Okay, là? Dans le fond, la librairie d'expression, ils ont dit que c'est bien de toujours les mettre pour des raisons de performance, que dans les prochaines versions d'expression, ça va être automatique, mais que bon, pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc la première, c'est resave. Resave, puis on le met à false. Resave, en fait, ce que c'est tout simplement, hey, si la session n'a pas été modifiée, on veut pas qu'il refasse une requête à la base de données. Donc, vous allez voir que ça va arriver qu'on va avoir plein de requêtes qui vont se faire. C'est pas toutes les requêtes qui vont modifier notre base de données de session. Des fois, si mettons vous utilisez session juste pour vous connecter à un site web, ben c'est possible que
vous n'ayez pas à modifier la base de données à chaque fois. Parce que peut-être que la seule chose que vous allez faire, c'est vous connecter une fois, puis ça, vous allez utiliser la session pour ça une fois, puis après ça, vous n'allez plus jamais l'utiliser jusqu'à temps que vous vous déconnectiez. C'est possible. Donc, euh, dans ce genre de cas-là, on ne veut pas qu'il aille tout le temps faire des insertions ou des modifications dans notre base de données. On ne veut pas dans ce cas-ci qu'il aille faire un paquet de modifications à chaque fois qu'on qu'on retouche peut-être à la session, mais que finalement, on fasse rien avec. Si on fait rien avec la session, on lui dit de faire un resave false, donc tout simplement de ne pas remettre à jour la base de données. Donc ça, c'est pour des raisons de performance, c'est pour pas qu'il fasse des updates dans ta base de données sans arrêt. Le prochain, c'est sensiblement le même principe, ça s'appelle save uninitialized. Lui aussi, on va le mettre à false. Ça ici, c'est un peu le même principe, c'est tout simplement de dire, OK, le serveur, quand une nouvelle connexion qui se crée, donc un nouveau client qui envoie une requête à notre serveur, donc notre serveur va vouloir créer une session, donc créer un cookie avec une session pour se rappeler c'est qui cette personne-là. Mais essentiellement, ce qu'on lui dit là, avec le save uninitialize, c'est hey, si on manipule pas la session dans la requête que le client a faite, ne sauvegarde pas la session. Donc, à quoi ça sert, ça? C'est tout simplement ne pas créer un paquet de sessions vides. Donc, si, mettons, un client, plein de clients feraient juste aller se promener sur notre site web, mais que ça utiliserait essentiellement pas les sessions, OK? Ce qu'on fait, ou ce que les autres ils font, ça n'utiliserait pas nécessairement les sessions. Donc, par exemple, tant qu'ils ne se connectent pas, ça n'utilise pas les sessions. Mais le save uninitialize va faire que ils vont pas créer des sessions automatiquement. Puis s'ils vont jamais se connecter sur le site web, ben la session, elle va rester vide. Fait que c'est juste que ça créerait des enregistrements vides dans votre base de données qui prennent de la place pour rien. Donc, save uninitialize va être ici pratique tout simplement pour économiser de l'espace. Donc, vraiment pratique pour ça. Dernier, celui-là, c'en est un peu spécial, c'est le secret. Le secret, c'est tout simplement un espèce de mot de passe qui va être utilisé pour encrypter les cookies. Donc, ce mot de passe-là, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le stocker dans process.env. Puis je vais l'appeler session secret. Ça, c'en est un qu'on va créer dans notre fichier .env ici. Donc, je vais copier ce nom-là ici, puis je vais aller dans mon fichier .env, puis je vais aller l'ajouter dedans. Donc, je vais tout simplement ici, session secret, puis je vais l'ajouter. Là, ici, ça va être une chaîne de caractères qu'il faut mettre. OK? On a besoin de mettre quoi? Ça dérange pas vraiment. OK? Là, ça pourrait être juste n'importe quoi, comme ça ici, puis ça serait satisfaisant. OK? Tant que c'est une bonne chaîne de caractères qui va être assez sécuritaire. Bon, dans un vrai cas réel. OK, là, nous autres ici, on est dans un cas où est-ce que, tu sais, on fait juste des tests. Là, fait que là, ici, je pourrais le dire, tiens, c'est mon secret de session. OK, je vais l'appeler comme ça, OK, là, ça dérange pas. Mais dans un cas réel, OK, où est-ce que vous aurez vraiment à gérer des sessions pour un site web qui a besoin de beaucoup de sécurité, il faudrait vraiment faire attention à ça. OK? Ça peut être problématique. Ça peut potentiellement, si vous n'avez pas un bon secret, ça pourrait créer des problèmes. En fait, même ce que Express Session recommande, c'est d'avoir potentiellement un secret qui rotationne. Donc, que vous pourriez avoir plusieurs secrets qui changent périodiquement. Puis, bon, vous pourriez avoir un tableau de secrets. Puis, il y a plein de mécanismes qui sont intégrés à l'intérieur de Express Session pour que ça fonctionne. Ça, vous pourriez aller lire dans la librairie d'Express Session là-dessus si ça vous intéresse. Là, nous autres, on n'a rien de super sécuritaire, de super problématique sécuritaire avec les sessions. Là. Il n'y a rien qui va être un gros problème. Donc, ça ne sera pas nécessaire, mais juste dans une application que vous feriez pour de la production, ici, ce serait important que vous ayez quelque chose qui rotationne et qui serait généré aléatoirement. Donc, il n'y aurait aucune chance que quelqu'un puisse le trouver juste magiquement comme ça. Donc, pas une phrase ni rien, mais vraiment une chaîne qui serait générée aléatoirement. Bon, on va revenir maintenant à notre fichier server.js. Dans notre fichier server.js, maintenant qu'on a notre secret ici qui est là, on va pouvoir justement sauvegarder puis faire en sorte que nos sessions utilisent le secret pour encrypter les cookies. Donc, ça devrait être correct. Maintenant, tout devrait être bien. Ce qu'on va faire, donc là, dans ce gabarit-là ici, je vais supprimer ce qu'on avait comme page, comme données dans la page d'accueil. Puis, tiens, je vais juste lui passer ça comme ça ici. Donc, notre fichier HTML, ici, ça va être la page d'accueil, sauf qu'on ne lui passe pas de données. Je vais juste le modifier pour plus qu'il y ait les données qui se passent ici à l'intérieur.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Tiens, on va enlever celui-là aussi. Tiens, on va faire ici, on va se faire ici un compteur, un H1, puis je vais l'appeler, tiens, compteur de vue. Donc, vous allez voir, ça va être très, très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un compteur qui compte le nombre de fois que la page a été chargée. Donc, le nombre de fois que notre connexion elle a chargé cette page-là. Donc, c'est rien, vous allez voir, c'est rien de super, super compliqué. Ça va être quand même intéressant. Donc, nous autres, ici, on a une route sur la page d'accueil. Puis nous autres, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un se connecte sur notre page d'accueil, le fait qu'on a les sessions maintenant, à l'intérieur ici de ce qu'on a ici, on a dans les requests, dans le request, on peut avoir accès maintenant à la session. Donc, la session, c'est l'objet de session qui va pouvoir être stocké dans la base de données, qui va être stocké dans la base de données automatiquement. Ce qui est intéressant, c'est que ça se fait automatique. Okay? Donc, cet objet-là, l'objet session ici, il est stocké automatiquement dans la base de données. On n'a pas besoin de le faire nous-mêmes. Ça, c'est tout géré par Express Session. Nous autres, la seule chose qu'on a besoin, c'est de manipuler cette variable-là. Donc, cet objet-là, c'est vraiment un objet qu'il y a dedans. Donc, cet objet-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lui rajouter des valeurs. Fait que, par exemple, on peut rajouter dans la session un nombre de views. Qui serait, par exemple, c'est nous autres qui décident comment on l'appelle, cette variable-là, c'est nous autres qui décident c'est quoi qu'il va y avoir dedans. Nous autres, ce qu'on pourrait dire, c'est hey, je veux qu'il y ait un nombre, une variable qui s'appelle views, puis on lui donne une valeur. Donc, par exemple, 0. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette variable-là, elle va être créée, puis à chaque fois, justement, que, bon, c'est un peu moche, là, à chaque fois qu'il va exécuter cette route-là, il va recréer la variable, il va l'écraser, en fait, parce qu'il va la créer la première fois, puis après ça, à chaque fois, vu qu'elle est créée, il va toujours l'écraser puis lui remettre 0 dedans. Donc, comme vous pouvez peut-être le constater, là, c'est pas super pratique. Si on veut que notre variable puisse être réutilisée après ça sans qu'elle soit écrasée à chaque fois, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement ici, en haut, lui faire un petit if, puis dire if request.session.views, puis on regarde maintenant si elle est undefined. Donc, si elle n'existe pas, là, on va lui donner la valeur 0. Puis, si elle existe, mais là, on pourrait faire autre chose. Donc, ça va permettre de la modifier, mais juste si dans le fond, si la valeur n'existe pas. Donc, juste de la créer si la valeur n'existe pas. Puis après, on pourrait faire d'autres manipulations dessus. Donc, par exemple, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est compter le nombre de vues. Donc, on l'initialise à 0 si elle n'existe pas. Puis, après ça, par exemple, on fait, par exemple, plus. Donc, à chaque fois que la route ici, racine, elle est appelée. Donc, à chaque fois qu'on essaie d'accéder à la page home, essentiellement, dans le fond, la session, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, bon, si elle n'existe pas, la session, le nombre de vues, la variable vue dans la session, il va la créer. Puis après ça, il va toujours l'incrémenter à chaque fois que la route est appelée. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il va s'en rappeler à chaque appel. Donc à chaque fois que moi, mon navigateur, je rafraîchis la page, ben il va se rappeler de c'est quoi la dernière fois, c'est quoi la dernière valeur de vue qu'il y avait parce qu'il l'a sauvegardé dans sa base de données de session. Puis si un autre navigateur essaye d'y accéder, ou un autre ordinateur, mais cet autre ordinateur-là n'aura pas la même valeur que moi parce que cette valeur-là, elle est vraiment associée à ma session, donc la session de mon navigateur. Donc, super intéressant. Le seul problème, c'est que là, ici, on ne pourra pas bien le voir. Fait qu'on va juste faire des consoles.log pour l'instant, juste pour qu'on puisse bien le voir dans la console. On va faire un console.log de request.session.views, juste pour que vous puissiez bien voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais sauvegarder ça ici. Puis là, ici, je vais faire un npm install parce que je pense pas que je l'ai fait encore. Puis ensuite, je vais faire un npm start. Parfait, npm install est fait. npm start ensuite pour démarrer mon serveur. Et il est démarré. Donc, j'ai maintenant mon compteur de vue. Donc, à première vue, là, ça a l'air d'avoir rien fait, mais si vous regardez ma console, ça l'a affiché 1. Je vais rafraîchir ma page ici pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe. Ça l'affiche 2 maintenant. 3, 4, 5, 6. À chaque fois que je rafraîchis ma page, le chiffre augmente. On va faire quelque chose d'intéressant maintenant. On va ouvrir Firefox. Donc, je vais ouvrir un autre navigateur. Bon, 2 secondes. On va aller lui chercher ici. Donc là, ici, j'ai Firefox qui est en bas ici. On va juste le mettre comme ça ici. Tiens, on va mettre Chrome en haut. Puis vous allez voir, quand j'ai ouvert Firefox, il m'a affiché 1 ici. Je vais rafraîchir Firefox, 2.
3. Donc, Firefox n'a pas l'air d'être sur le même compte que Chrome. Si je rafraîchis Chrome, théoriquement, lui, il devrait être rendu à afficher 8, parce que le dernier qui a affiché, c'est 7. Effectivement, il affiche 8. 9. Donc, vous avez vu, les deux navigateurs ont leur propre compte. Donc, sur le serveur, les deux ont leur propre session. Puis, cette session-là n'est pas partageable. Elle est vraiment juste disponible pour ce navigateur-là. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne. Faites attention, par exemple, si vous videz votre cache, par exemple, si vous videz l'historique de votre navigateur, donc là, il va y avoir des bonnes chances que vous videz la mémoire des cookies. Donc, par conséquent, ce qui va se passer, c'est que la session, il n'y aura plus accès. Donc, vu qu'il n'y aura plus accès, il va se créer une nouvelle session, puis là, il va recommencer son compte. Bon, ceci étant dit, là, c'est pas super pratique qu'il l'affiche dans la console. Ce serait quand même plus cool qu'il l'affiche dans l'interface graphique. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, au lieu de faire un console.log, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au render de ma page le nombre de vues. Donc, ça, c'est nous autres faut faire attention là, ce qu'on passe à la page, là, surtout si ça vient de la session. Assurez-vous que c'est quelque chose que vous avez le droit de passer. Donc, que vous n'êtes pas en train de passer quelque chose qui pourrait être problématique que vous passiez au client puis que ça se fasse pirater ou que il puisse accéder à des services internes de votre serveur. Faites attention à ça. On va lui passer le request.session.view. Fait que je vais ici l'appeler nbviews. Puis je vais lui passer cette valeur-là ici. Il va falloir que je l'utilise maintenant dans mon serveur, dans ma page. Fait que j'allais retourner dans ma page home.handlebar. Lui, en fait, ça ne devrait pas être un H1, ça devrait être un H2 ici, compteur de vues. Puis ici, juste en dessous, on va se mettre un input, mettons qu'on pourrait se rajouter. Tiens, ouais, bon, input, type, number. Oups. Puis on va lui donner une valeur, un value. Puis dans la value, on pourrait lui ajouter notre compteur de vues. Donc, qu'on a appelé ici nbviews. On pourrait l'appeler nbviews. Puis tiens, on va lui mettre un label juste au-dessus, juste pour qu'on indique que c'est un input pour le nombre de vues. On va juste le mettre ici à l'intérieur. On va simplement ici mettre nombre de vues. Je vais sauvegarder ça. Je vais rafraîchir ma page. Puis ben là, j'ai redémarré mon serveur. Hein. Bien entendu, quand ça l'a ici sauvegardé, là, ça a redémarré mon serveur, donc j'ai perdu toutes mes sessions qui avaient dedans. Donc c'est pour ça que ici, ça va recommencer à 1. Là. Si je rafraîchis, j'ai 1 dans les deux. 2, 3, 4, 5. Donc on voit que ça augmente à chaque fois que je rafraîchis. Chaque fois que je rafraîchis, ça augmente. Si vous regardez Firefox, il est sur son propre compte lui aussi. Donc, quand je le rafraîchis, il est sur son propre compte. Puis ils vont continuer comme ça ici. Ils sont vraiment indépendants l'un de l'autre. Si vous vous dites, OK, c'est quoi qui arrive si je ferme le navigateur, puis je le réouvre, il s'en rappelle. Si vous voyez maintenant ici, c'est rendu à 20. Je le referme. En fait, tiens, je vais ouvrir une table ici. Je vais la réouvrir ici. 21. Donc, même quand vous fermez votre table, donc le navigateur, l'onglet, puis tout ça, il se rappelle quand même parce que c'est sur le serveur que le nombre de vues est sauvegardé. Donc, le serveur conserve essentiellement euh, toutes les données ici qui sont nécessaires pour pouvoir conserver des données sur la connexion qu'il a avec le client. Donc, juste ça ici, principalement la configuration qu'on a là ici, puis l'utilisation aussi de la variable request.session, c'est ça qui va nous permettre de manipuler les sessions. Là, ici, ce qu'on fait, là, manipuler les sessions directement comme ça, c'est quand même de plus en plus rare qu'on va faire ça. Ça va arriver pareil, mais aujourd'hui, on va souvent utiliser des librairies qui vont l'utiliser directement pour nous. Donc, on n'aura pas besoin de la manipuler directement. Mais c'est un mécanisme qui est utile à voir. Puis nous autres, on va vraiment beaucoup l'utiliser, entre autres, pour l'authentification. Donc, l'authentification qui va être le principe de se connecter à un site web, donc de se créer un compte et de se connecter pour qu'on conserve cette connexion-là avec le site web, puis que le site web se rappelle que nous, on est connecté, puis qu'on a un compte potentiellement qui a des droits d'administrateur ou peu importe, qui a différents droits spéciaux. Ça va se passer avec les sessions. Et puis, on va avoir des librairies qui vont utiliser les sessions pour nous, pour le faire pour nous, dans le fond, toute cette authentification-là. Puis, ça va utiliser les sessions en arrière-plan. Ceci conclut la capsule vidéo sur les sessions.
Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez, hein, je suis là pour vous aider, ça va me faire vraiment plaisir de vous aider. Sinon, je vous souhaite de passer une bonne journée, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.